Est-ce que t'as vu la fusée Ariane? C'était super, hein? Moi, je voudrais bien être cosmonaute. Oh non, ça va être difficile. Moi, je voudrais être informaticien, comme mon oncle. En ce moment, il m'apprend le basique. Moi, mon oncle, il est comptable. Il faut faire plein de calculs. Et moi, j'aime pas ça. Moi, j'en ai un qui est cuisinier et l'autre qui travaille à l'usine. Mais j'aimerais mieux travailler dans une banque ou dans un bureau, comme ma mère. Ça doit pas être mal d'être cuisinier. Moi, mon père, il est au chômage. Il dit qu'il aurait dû faire plombier parce qu'ils ont toujours plein de travail. Et en fait, c'est pas toi qui voulais être prof pour embêter les enfants? Non, prof, c'est mal payé. Puis c'est pas marrant. Moi, je voudrais être speaking à la télé ou alors journaliste. Ces métiers existeront-ils encore demain? Un constat. L'économie, et plus particulièrement l'économie française, évolue. Il y a un certain nombre de secteurs, et vous le savez, qui souffrent. C'est la mine, c'est la sidérurgie, ce sont les chantiers navals, des secteurs qui parfois même disparaissent. Nous ne pourrons plus très longtemps uniquement baser notre économie sur des produits gros consommateurs d'énergie ou de matières premières. Notre atout à l'heure actuelle, c'est de proposer des biens, c'est de proposer des services à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire avec un fort savoir-faire. Et ceci face à une concurrence qui monte dans le reste du monde, une concurrence qui n'est même plus à l'échelon de l'Europe de 1992 ou 1993, mais qui est totalement mondiale. Alors l'entreprise est confrontée à un certain nombre de problèmes. Le premier d'entre eux, c'est, mais nous ne nous attendrons pas dessus, c'est l'évolution technologique rapide. Nous la vivons parfois d'ailleurs, et c'est dommage, nous nous contentons de la subir. Et puis, il y a, je l'ai dit, cette mondialisation des marchés. Rester assis, attendre, non. Nous devons, les uns et les autres, réagir, agir, anticiper, nous préparer, nous adapter. Nous adapter technologiquement, bien sûr, mais ceci n'est possible qu'à partir du moment où nous aurons les formations de base nécessaires. Et puis, nous devons disposer essentiellement, puisque j'ai parlé de valeur ajoutée, nous devons disposer des hommes, des femmes, des cerveaux qui vont permettre tout simplement de pouvoir nous adapter. Et quand je dis nous adapter, c'est que nous savons que la plupart des métiers de cette fin de siècle ou du début du siècle prochain, c'est dans 12 ans, c'est dans 20 ans, eh bien ces métiers ne sont pas encore inventés. Et alors, est-ce que l'on peut envisager le concept du métier unique tout au long de sa vie? Non. Aujourd'hui, il nous faut envisager un concept, je ne vais pas dire non pas de filière, mais d'adaptation. Alors, que faire? Eh bien, se former, s'auto-former, c'est-à-dire avoir la volonté de se préparer à affronter, à dominer, à maîtriser le monde de demain. Alors que deviennent les métiers et comment nous formons-nous dans un certain nombre de secteurs et plus particulièrement dans le secteur tertiaire. Nous allons vous le montrer dans ce film où nous avons, vous le comprendrez, volontairement réduit à 4 grandes branches d'activité le secteur tertiaire. Depuis 2 ans, on a installé en France 60 000 gros ordinateurs, c'est-à-dire autant que dans les 20 années précédentes. Quelles conséquences cette explosion a-t-elle sur les métiers d'informaticiens? Dans les métiers d'informaticien, au départ, dans les années 60, il y avait essentiellement du personnel de saisie, qui représentait à peu près 50% du personnel. Il y avait du personnel d'études, qui représentait un quart du personnel, et puis du personnel d'exploitation des ordinateurs, qui représentait un autre quart. Il y a quelques années, les besoins des entreprises s'exprimaient en termes de métiers parfaitement repérés. Ils concouraient à la réalisation de logiciels d'application. L'exemple type, l'analyste programmeur. Les demandes de formation émanaient de primo-demandeurs, donc jeunes, avec peu ou sans expérience professionnelle. Nos produits de formation se caractérisaient par une entrée et une sortie unique et une durée de formation égale pour tous. Aujourd'hui, on peut dire que le personnel d'études représente à peu près les 3/4 du personnel informatique. Alors, dans ce personnel d'études, il y a eu également des bouleversements parce que de plus en plus, ce sont des gens du niveau cadre ou ingénieur informaticien et des gens du niveau technicien, mais il n'y a pratiquement plus de programmeurs de niveau plus bas que le niveau technicien ou le niveau ingénieur. En accompagnement de l'automatisation des postes de travail, les métiers ou fonctions de services informatiques s'envisagent dans le cadre de promotion ou de reconversion professionnelle.
Nous créons de nouveaux produits de formation double compétence où la composante d'expérience professionnelle est déterminante dans les métiers de service informatique. On m'avait donné des notions de programmation, des notions de ce qui était l'outil informatique. Je connaissais un minimum, mais je connaissais un minimum sur le hardware. Je n'avais pas peur de la machine, je savais l'utiliser. Je savais ce qu'étaient des progiciels, puisqu'on avait travaillé sur des progiciels de paye, de comptabilité. Et je connaissais ce qu'était une PME-PMI, avec un profil professionnel, avec plusieurs profils professionnels, que j'aurais pu m'orienter vers plusieurs branches. Je me suis orientée vers le commercial, pur, mais j'aurais pu m'orienter vers plusieurs branches. Nous modularisons nos produits de formation pour mieux prendre en compte les acquis antérieurs et la diversité des situations des demandeurs, pour offrir des formations adaptées par des parcours individuels, pour mieux anticiper les besoins informatiques des entreprises. En somme, nous avons un système d'information flexible et plus souple. Un GPSI, c'est un gestionnaire de petits systèmes informatiques. Voilà ce que veut dire en quelque sorte cette abréviation. C'est en fait pouvoir utiliser l'outil informatique, la micro-informatique surtout, dans l'entreprise. C'est de faire un choix de matériel, puis un choix de logiciel, ça va de soi, et ensuite la phase la plus importante, c'est celle de réorganiser en fait les services et le travail en fonction du choix et de l'implantation et de la mise en place de ces nouveaux outils. L'explosion informatique n'a pas eu seulement des conséquences sur les informaticiens. L'apparition de la micro-informatique a dû aussi bouleverser les emplois de bureau. En 80, il y avait à peu près un salarié sur 50 qui travaillait sur ce type d'outil. Aujourd'hui, il y a à peu près un salarié sur 4. Et en 93-94, il y aura en France 4 salariés sur 4 dans les bureaux qui travailleront sur ce type d'outils. Et ceux qui ne sauront pas manipuler ces outils, soit parce qu'ils sont des exclus de l'abstraction ou des exclus de l'interactivité, soit parce qu'ils n'auront pas eu de formation, ne seront plus sur le système de communication. Et donc l'organisation devra en tenir compte. Former au métier du bureau, c'est bien sûr prendre en compte les moyens proposés par les nouvelles technologies. L'agent de traitement administratif, la secrétaire, le comptable utilisent naturellement des outils tels que tableur, courrier électronique, gestionnaire de bases de données et bien d'autres encore. La bureautique est intégrée dans toutes nos formations. Former au métier de bureau, c'est surtout faire en sorte que la bureautique soit non seulement l'outil de travail quotidien, mais également un outil de mise en place des nouvelles organisations de travail et de développement de nouveaux comportements. La secrétaire et le comptable en formation acquièrent d'autres capacités liées à l'organisation et à la communication. Ces atouts leur permettront d'évoluer, de s'adapter et d'exercer les métiers de demain. D'abord d'apprendre à travailler de manière interactive avec un outil. C'est difficile, il faut l'apprendre. Apprendre à travailler sur des représentations de la réalité qui apparaissent à l'écran. Et puis apprendre à travailler avec des programmes qui peuvent avoir ce qu'on appelle des erreurs ou des pannes. Et donc connaître non pas la programmation, mais les limites des programmes. Maintenant, au niveau de la hiérarchie, il est évident que la hiérarchie traditionnelle est remise en question par les outils individuels. Par exemple, le couple traditionnel cadre-secrétaire est remis en question. Le stage de secrétaire de direction, lui, forme des collaborateurs qui seront les facilitateurs, pour ne pas dire les partenaires privilégiés de la prise de décision des cadres d'entreprise. Ils assurent l'organisation, la gestion, le traitement des dossiers et animent la communication. Depuis 2 ou 3 ans, on voit réapparaître ce phénomène de rejet des techniques informatiques, ce qui veut dire qu'il faut le gérer si on ne veut pas voir apparaître un rejet massif. Nous sommes actuellement en train de vivre une évolution dans cette informatique bancaire par le changement de matériel qui nous apportera beaucoup plus de convivialité et donc pour les nouveaux personnels embauchés, une intégration plus facile dans le système. Le seul nouvel emploi que ça ait créé pour l'instant, c'est celui dont on avait fait une première définition,
C'est donc ce poste de bureauticien qui est nécessaire parce qu'il faut justement sensibiliser les gens à ce nouveau produit, leur faire voir que ça n'est pas, contrairement à la première approche, un travail supplémentaire, mais qu'une fois mis en place, ça économise beaucoup de temps et d'énergie, et donc que ça devrait leur faciliter le travail. Le bureauticien est quelqu'un qui a des connaissances informatiques, mais certainement pas les connaissances d'un informaticien, c'est certain. Et par contre, a peut-être le plus communication que n'a pas l'informaticien. En fait, ce sont deux métiers complètement différents. En fait, je me suis laissé entendre dire, par exemple, par une entreprise que j'étais un petit peu en avance par rapport à leurs besoins. Mais je pense que très prochainement, avec la connaissance du stage, des entreprises s'apercevront que des gens comme nous, ils en ont effectivement besoin. J'ai pu constater que la formation qui lui avait été donnée donc à l'AFPA n'était pas une formation précise et très orientée, mais au contraire, un mode d'emploi pour utiliser son savoir sur tel ou tel produit. Ce qui fait qu'on peut lui présenter n'importe quel logiciel, elle a la marche à suivre pour le décortiquer, pour l'assimiler et le présenter ensuite. La communication, c'est donc un élément clé de toutes les formations. Oui, et c'est aussi, de même que le management d'ailleurs, la spécificité de nos futures formations. Technicien supérieur en communication d'entreprise ou assistant de management. Former, c'est avoir en permanence une stratégie d'adaptation et d'évolution des formations. Former, c'est aussi impliquer encore plus activement les employeurs dans l'élaboration et dans la validation des formations, comme par exemple ce jury de stage de technicien supérieur fonction technico-commerciale. Cette formation de vendeur m'a particulièrement intéressé au niveau du développement qu'on peut en avoir également dans l'entreprise. Je suis persuadé que cette formation correspond aux besoins de l'économie. Il y a quelques semaines, une certaine campagne de presse a démontré qu'il y avait 120 000 vendeurs à fournir sur le marché du travail. C'est une formation en alternance qui vise à former des commerciaux opérationnels terrain. C'est une formation qui correspond tout à fait à un besoin réel. Au travers de mes différentes enquêtes et des questions posées aux chefs d'entreprise, nous avons pris en compte un besoin très vif qui repose sur la non-qualification des vendeurs. Et nous formons et nous voulons former des vendeurs qualifiés. Car c'est cet aspect qualification qui est le point le plus douloureux de notre système commercial français. Le problème, peut-être en France, de la formation des vendeurs, c'est que tout le monde peut se dire vendeur ou se croit vendeur. Grâce au stage qui est fait ici sur Évreux, on prend 10 mois pour faire de quelqu'un un véritable vendeur. Là, c'est un progrès. C'est un progrès, c'est certainement une innovation. J'ai trouvé des gens sérieux, les mémoires que j'ai lues, et puis les contacts que j'ai pu avoir avec certains stagiaires, ça démontre que ce sont des gens qui sont véritablement sur le terrain de l'activité économique, sociale en France. Je pense qu'ils ont une formation complète qui va de la psychologie à l'animation d'une force de vente, à la gestion. Alors en 43 semaines, on ne peut pas tout faire. Mais ce que nous pouvons faire, c'est une sensibilisation assez forte qui leur permette finalement de pouvoir apprendre à apprendre. Ce sont des gens qui savent qu'ils vont avoir à fournir un travail difficile et qui se sentent préparés. Les créneaux d'emploi, ingénieur d'affaires, chef de vente, animateur des ventes et parfois même assistant marketing. Ce qui me donne l'impression de solidité de la formation, c'est qu'ils ont fait des stages en entreprise, ils ont alterné. La France est 4e exportateur mondial, donc c'est une position qui en soi-même est bonne, mais notre capacité d'exportation n'est pas encore à un niveau tel que celui auquel nous pourrions prétendre. Nous avons la chance d'avoir probablement au monde la meilleure offre produit qui soit.
Nous avons une offre de services qui est très vaste aussi, et nous pourrions donc être largement plus forts à l'exportation et ne pas avoir, par exemple, les problèmes de commerce extérieur que nous connaissons avec une balance qui est le plus souvent très largement déficitaire. Il y a aujourd'hui, dans ces 30 et quelques mille entreprises exportatrices, plus de 50 000 postes spécialisés à l'export qu'il serait nécessaire de créer. 70% des responsables export en place disent qu'ils ont pris leurs fonctions actuelles sans expérience et sans formation. On ne peut pas faire de l'exportation en prétendant faire des coûts. C'est pas au départ de la France avec un attaché-caisse et 2 visites par an qu'on arrivera à vendre son produit. L'exportation requiert beaucoup de connaissances, qui soient non seulement les connaissances de type administrative, logistique, assurance, financement, mais aussi des connaissances qui sont celles dont on a besoin sur le terrain, comme par exemple les techniques de négociation et de vente, des connaissances de marketing, des connaissances d'organisation, des connaissances aussi en termes de communication publicitaire, relations publiques, promotionnelles. La base de la structure, c'est déjà de faire partager dans l'entreprise l'esprit de l'exportation du produit, pour que chacun se sente concerné. Et c'est là la nécessité de ceux qui sont sur le terrain de faire partager ces connaissances, de faire vivre leur marché extérieur au sein de leur entreprise. Et là, c'est de la communication interne à laquelle il est nécessaire de préparer les inspecteurs export, les technico-commerciaux qui voyagent, les directeurs export même. Il faut bien entendu qu'à l'accueil et à l'intérieur de l'entreprise, dans la partie administrative, on possède au moins 2 ou 3 langues. La plupart des formations sont trop basées sur ce que j'appellerais le code de la route de l'exportation, c'est-à-dire toutes les techniques administratives, mais ce n'est pas ce qui permet de gagner toutes les courses. Il faut aussi savoir aller plus vite que ses concurrents, avoir la capacité d'agir en termes de marketing produit, d'agir en termes de capacité de négocier mieux que les autres. Et donc toutes ces capacités, toutes ces expériences qui sont nécessaires, il est important de les faire passer aux futurs exportateurs ou de renforcer les exportateurs actuels pour qu'ils soient effectivement beaucoup plus efficaces. Technicien supérieur du commerce international, en ce qui nous concerne, nous à l'AFPA, on a choisi de les former dans 2 options différentes mais complémentaires, c'est-à-dire une option administrative, où le technicien supérieur a pour fonction principale de gérer les ventes à l'export, de suivre les clients et de mettre en place dans des conditions optimum les exportations des produits français. Et la deuxième option, c'est l'option vente, qui, elle, s'adresse plus principalement à des vendeurs export qui sont susceptibles de conquérir les marchés extérieurs, d'ouvrir et de consolider des positions françaises sur les marchés internationaux. Technicien supérieur du commerce international, c'est 1 an, quoi, grosso modo. Enfin, il y a 10 mois de formation et pratiquement 2 mois de séjour en entreprise. Donc c'est une formation qui est assez longue et qui demande par conséquent beaucoup d'autonomie, beaucoup de travail sur des projets personnels. Donc la moitié de mes stagiaires sont en permanence sur le terrain. L'exportation de demain, ce ne sont pas des agents commerciaux à l'exportation, ce sont des managers commerciaux à l'exportation qui marcheront sur la même ligne que le chef d'entreprise, l'ensemble des cadres de l'entreprise, mais qui seront avant tout des gens qui seront managés dans le pays où ils vont d'autres commerciaux, les autochtones. Autre moyen de rapporter des devises à la France, c'est le tourisme. Il en rapporte déjà, c'est vrai. Mais le tourisme, c'est une véritable industrie à l'heure actuelle, une industrie en expansion qui fait partie intégrante du développement des régions. Il faut encourager, il faut développer, il faut organiser le fait touristique. En fait, il faut mieux le gérer, il faut l'élargir dans le temps, dans l'espace. Bref, il faut l'adapter aux besoins. Alors, la question, c'est tout simplement comment réussir ce challenge. La notion d'entreprise est de plus en plus développée dans le secteur. Vous avez des entreprises importantes, aussi bien en nombre de salariés qu'en présence sur le marché touristique, qui ont une politique industrielle tout à fait claire et tout à fait, je veux dire, déclarée, avec bien évidemment une politique de formation professionnelle qu'ils ont mise en œuvre. Les constats, c'est une baisse de fréquentation touristique
et le besoin de développer pour la presqu'île de Crozon, besoin vital même, de développer une industrie touristique qui permette de faire travailler donc, la population locale de façon la plus permanente possible. Et pour ça, donc, l'agence s'est préoccupée d'emblée de définir son projet autour d'un certain nombre d'études et d'enquêtes. La conclusion est évidente. Aujourd'hui, la presqu'île de Crozon n'a qu'un seul avenir économique, le développement de son tourisme. La stratégie de développement, c'est tout d'abord donc l'élaboration d'un projet ambitieux, dans la mesure où nous voulons faire de cette presqu'île de Crozon un site apte à recevoir donc à l'horizon 92 les clientèles européennes sur les thèmes majeurs du tourisme pour la presqu'île de Crozon, de la mer et de la découverte. La concurrence est telle maintenant, et elle est maintenant européenne et mondiale, que les produits qui sont présentés aussi bien au niveau des régions qu'au niveau des activités doivent être accompagnés par des compétences qui sont liées à l'accueil, à l'animation et bien sûr aussi à la promotion et à la commercialisation de ces produits. En termes de qualification, dans les métiers du tourisme actuellement, il y a des manques importants. Et c'est vrai que pour trouver des gens capables de faire du montage de produits, de faire de la promotion et de faire de la commercialisation, il faut rechercher donc dans des circuits de formation qui aujourd'hui sortent des gens capables véritablement d'assurer la mise en œuvre de cette promotion et de cette commercialisation. Actuellement, donc, ce sont des stagiaires, une personne qui a suivi un stage à l'AFPA, qui actuellement assure tout ce rôle de montage de produits, de promotion et de commercialisation. Je suis en Bretagne depuis maintenant 14 ans et j'ai toujours eu envie de faire découvrir cette région qui, moi, m'a passionnée. Actuellement, je suis en stage pratique en entreprise puisque sur les 11 mois de formation, il y a 3 mois de stage en entreprise. Former des professionnels du tourisme, c'est répondre à une double exigence. Exigence de technicité, exigence d'efficacité. C'est également proposer des formations reconnues par les professionnels et homologuées par les pouvoirs publics. Nos formations s'inscrivent au cœur même du développement touristique. Alors un ADT, c'est beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui peut se mettre au service de différentes formes de structures dans le milieu touristique et apporter une technique, des conseils, une compétence qui soit à la fois pointue et polyvalente. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit être capable de faire du marketing touristique, qui doit être capable éventuellement d'avoir un rôle de direction, par exemple de direction de station, qui doit s'y connaître également en promotion touristique. Je pense qu'elle correspond tout à fait à un besoin du marché et je dirais, pour ce que je connais le mieux, en particulier du milieu touristique breton, qui a des problèmes spécifiques et qui a donc besoin de se doter de professionnels et de spécialistes. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de personnel très qualifié en matière d'accueil et d'information. Nous avons besoin de gens capables d'assurer le montage, la promotion et la commercialisation de produits touristiques en saison et hors saison. Nous avons besoin de gens capables d'animer les stations. Animer les stations aussi bien au niveau de l'animation permanente, culturelle, sportive, de plein air. Et des gens donc à haut niveau de formation, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter aujourd'hui d'offrir des prestations sportives ou de plein air encadrées par des moniteurs ou bénévoles ou saisonniers, mais il nous faut là des gens dont c'est le métier, véritables professionnels de ces secteurs d'activité, capables de parler plusieurs langues. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait quand même plus de 25% d'étrangers aujourd'hui. Si on veut développer cette clientèle européenne qui pour nous est le seul créneau pour imaginer une clientèle à hors saison, il faudra donc à tous ces niveaux-là de grandes compétences. Les stagiaires formés répondent non seulement aux besoins immédiats, mais sont également capables d'innover et de précéder les évolutions souvent rapides du tourisme. Ces techniciens maîtrisent les nouvelles technologies et les langues étrangères au service de la relation et de la communication qui restent les bases mêmes de la profession. Pour développer la polycompétence, la formation est organisée autour de mises en situation réelle, fournies soit par l'environnement de la formation, soit à l'occasion des périodes en entreprise. Ça, je crois que c'est un avantage énorme. Sur place, dans une entreprise, au contact d'autres personnes qui ont suivi des formations différentes, plus classiques, formation école, je dirais, entre guillemets, je me rends compte que nos formations
AFPA directement sur le terrain nous apporte énormément. Je veux dire, on est tout de suite plongé dans la réalité des choses. On sait tout de suite où sont les besoins, où sont les manques. C'est à ces conditions que nous mettons sur le marché de l'emploi des techniciens réellement polycompétents, opérationnels, capables d'évoluer et de faire évoluer l'activité. Ce qui est sûrement un des côtés très passionnants de ce travail, je crois que ça nécessite une formation permanente, une remise à niveau constante, une ouverture, bon, je crois que c'est le mot à la mode, l'ouverture à tous les niveaux, mais c'est vrai qu'il y a aussi l'ouverture des frontières, c'est vrai qu'il faut s'adapter, élargir notre champ d'action et notre champ de pensée, je dirais, quoi. La remise en question, en tout cas pour moi, sera évidente dans la mesure où je ne suis pas salarié, où je ne dépends pas d'une structure unique, d'un employeur unique. Forcément, je devrais me remettre en cause, m'adapter à l'évolution du milieu de la profession et donc, de toute façon, évoluer. Je pense que comme le milieu touristique breton, comme la profession, l'assistant de développement touristique, c'est une activité en développement, en devenir. Souplesse, c'est le maître mot de notre fin de siècle. Souplesse pour les entreprises en particulier, non seulement vis-à-vis de leurs clients, mais par rapport à leur personnel. Et pour cela, eh bien, il s'agit d'arriver, et vous l'avez bien compris, à des formations qui soient concrètes. Ce qui veut dire aussi qu'il faut que vous travailliez, Guy Matteudy, en liaison permanente avec les entreprises. Tout à fait. L'AFPA est une entreprise qui doit elle-même être souple et adaptable. Et nous avons une liaison étroite et permanente avec le monde de la profession dans les secteurs de compétences de l'AFPA, le bâtiment travaux publics, l'industrie, le tertiaire. Mais aussi, parce que vous êtes une entreprise, vous devez anticiper la demande. Alors, nous essayons d'anticiper et nous avons mis en place des schémas sectoriels de la formation professionnelle qui nous permettent de suivre les évolutions des métiers dans les professions, de suivre les évolutions des qualifications et enfin d'anticiper sur ces évolutions quand c'est possible. Ce n'est pas toujours facile. Ce qui veut dire donc que vous vous adaptez et que par la même occasion, vous proposez une gamme de produits, comment dit-on, diversifiée ? Tout à fait diversifiée. Nous avons actuellement plus de 350 produits de formation. Et nous essayons d'individualiser les formations, d'abord en mettant en place des évaluations des acquis professionnels et personnels des stagiaires. Et nous essayons ensuite d'utiliser toutes les méthodes d'alternance, d'auto-formation, d'utilisation des nouvelles technologies éducatives de façon à mieux faciliter l'insertion des personnes que nous formons dans le monde du travail. Seulement, vous venez de dire insertion. Est-ce que c'est insertion à un moment donné? Non. Il faut se sentir bien dans sa peau, il faut se sentir bien dans son être. Vous formez aussi à cela? Écoutez, là, je crois que le stade du savoir et du savoir-être est un peu dépassé. Il faut le faire, mais nous allons plus loin. Nous essayons, d'une part, de permettre aux gens de maîtriser, donc de savoir utiliser les nouvelles technologies. Et enfin, nous essayons d'anticiper, donc nous permettons de savoir devenir aux stagiaires qui viennent chez nous. Ouais, mais cuisinier, faut se lever tôt le matin en plus. Ouais. Non, c'est ça qui fait ça. Tu y penses au moins qu'il faut se lever? Je sais pas.